Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Tu t'es peut-être senti à l'étroit à l'école, contraint par un système d'apprentissage qui allait à l'encontre de toi, de ton rythme, de ta manière de mémoriser, de tes envies, de tes intérêts et de tes peurs. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu es adulte ou jeune adulte, et bonne nouvelle, tu as la possibilité de mouler tes apprentissages autodidactes à qui tu es à l'instant T. L'école, elle a une mission, éduquer le plus grand nombre. Et peut-être que tu n'as pas fait partie du plus grand nombre. Mais toi, aujourd'hui, tu as une mission. Être profondément heureux et libre et te donner l'opportunité de concrétiser tes rêves, peu importe si apprendre une langue est un rêve en soi pour toi ou juste un outil qui te permettra de réaliser d'autres rêves encore. Habiter un autre pays, évoluer dans ton entreprise, pouvoir parler à ta belle famille portugaise ou accueillir dans ta boutique des clients de toutes les nationalités. Pour te montrer toutes les nuances que tu peux apporter à ton apprentissage et ô combien l'apprentissage peut être quelque chose de doux et créatif et de nourrissant pour ton esprit curieux, nous serons accompagnés pour cet épisode de Nadia Albinet, enseignante de français langue étrangère pour introvertis et créatifs. Son univers, c'est Soulamandier. Et si tu parcours son profil Instagram, qui s'appelle comme ça, Soulamandier, tu y verras des fleurs, de la littérature, des cartes mentales dessinées à la main, des photos artistiques mais tellement authentiques. Bref, tu entreras comme dans un jardin. Avec elle, nous allons voir comment est-ce qu'on peut apprendre une langue quand on ne se sent pas tout à fait comme les autres, quand on a besoin d'une solution sur mesure, quand on a envie de laisser libre cours à notre créativité tout en se sentant protégé. Mais avant de te laisser à l'écoute de cet entretien, je voulais te partager une astuce pour t'aider à passer à l'action. Si tu cherches un moyen concret pour appliquer les conseils de nos épisodes, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire. Tu recevras des supports exclusifs pour t'aider à mettre en pratique ce que tu apprends. Clique simplement sur le lien dans la description pour t'inscrire. Et sur ce, bonne écoute. Bonjour Nadia, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et de plonger avec toi dans ton univers, enfin plutôt avec nos auditeurs aussi. Comment est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots ? Merci beaucoup Coralie de m'avoir invitée. Moi je suis française, j'aime les mots, j'aime les histoires, j'adore le théâtre, j'adore écouter les voix et je suis quelqu'un d'introverti, plutôt introverti, mais fascinée par les langues et qui aime les apprendre. Et je suis pas toujours à l'aise pour les parler, je continue de rougir dès que je me mets à parler dans une langue étrangère. Et j'enseigne le français. J'enseigne le français pour les étrangers. Et j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle Soulamandier et qui vise à mettre en avant un apprentissage du français doux, bienveillant, créatif et curieux et à cultiver l'émerveillement. Donc c'est des mots qui peuvent paraître peut-être un peu bizarres, qu'on n'entend pas souvent liés à l'apprentissage des langues, mais on va en parler je pense. Bien sûr, et même le nom, moi j'étais intriguée dès le départ par rapport au nom de ton entreprise. Mais avant qu'on rentre dans ton entreprise, moi ce qui m'intéresse c'est ton parcours. J'aime savoir comment les gens qui passent sur ce podcast ont rencontré les langues. Donc ton histoire avec les langues c'est quoi ? Combien de langues tu as apprises ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Comment ça a commencé ? Dis-nous tout. Je pense que j'ai toujours été vraiment fascinée par les langues et surtout par les mots des langues. Et donc j'inclus ma langue maternelle, le français. C'est-à-dire que même bien avant d'apprendre des langues étrangères, me questionner sur les mots, l'étymologie des mots, la façon dont ils voyagent, dont ils passent d'une langue à l'autre, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours fascinée. Et c'est quelque chose que je continue de cultiver aussi dans ma façon d'enseigner. Et après, j'ai commencé à apprendre les langues étrangères, un peu comme tout le monde en France, à l'école. Donc d'abord l'allemand, et puis l'anglais, et j'adorais les apprendre, j'adorais les cours de langue, mais j'étais hyper timide. Parler en classe, c'était impossible pour moi, vraiment. J'avais des mauvaises notes à l'oral, du coup, alors que j'étais très bonne élève par ailleurs, donc c'était un drame pour moi. Les professeurs me disaient toujours « il faut parler, il faut que tu parles plus, il faut que tu parles plus ». Et plus ils me disaient ça, moins j'avais envie de parler. Et je me suis auto-persuadée que du coup les langues c'était pas fait pour moi. Alors qu'en fait depuis petite je voulais être linguiste. Du coup j'ai fait des études complètement différentes. J'ai arrêté l'allemand
Heureusement, j'ai continué l'anglais. En fait, j'ai continué l'anglais en partant à l'étranger. Le fait de parler anglais, ça m'a permis de me rendre compte que quand je parlais anglais, j'étais moins timide finalement. Je me sentais moins timide. C'est une idée qui revient souvent, qu'on peut avoir des personnalités différentes dans nos différentes langues. Donc ça m'a beaucoup aidée en fait. Comment tu t'en es rendu compte? Ouais. Comment tu es passée de la petite fille qui rougit et qui est mal à l'aise à « Oh tiens, j'arrive à bien parler et ça me plaît ». C'est une bonne question, mais je pense, tu sais, que j'arrivais quand même à m'exprimer et je sentais que les gens, vraiment, ils m'écoutaient. Il y a une écoute qui était beaucoup plus intense et authentique que ce que j'avais l'habitude d'avoir en français. Les gens, ils prenaient le temps de m'écouter, ils avaient l'air impressionnés que je fasse cet effort de parler leur langue, de parler anglais avec eux. C'est ça qui m'a un peu soulevée. C'est vrai que les gens qu'on rencontre dans nos différents parcours de langue, ils ont un impact assez incroyable. Absolument. Je sais que ce qui a beauté mon italien, c'est d'être au milieu d'une communauté sicilienne hyper accueillante et c'est intéressant que tu parles de l'italien parce que j'allais dire c'est la troisième langue que j'ai apprise et que j'ai apprise parce que j'avais rencontré un garçon qui était mon amoureux. Mais j'avais pas vraiment d'affinité avec cette langue, avec cette culture, donc je l'ai apprise un peu par défaut. Et c'est une langue qui me ressemblait pas du tout parce qu'elle est très... Dans mon imaginaire, elle est très volubile, très exubérante. Et là, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à créer une affinité avec cette langue. Et l'apprentissage en a été plus difficile. c'est surtout que c'est un sujet qui donnera lieu à un épisode complet, mais la langue dans les couples, il y a souvent un sentiment d'obligation. Ouais. La langue de l'autre et la langue de sa famille et la langue de ses amis, je dois l'apprendre. Et le je dois, quand il y a une histoire de langue, c'est compliqué, ça bloque dès le début. Ouais. Donc je sais que c'est quelque chose qui revient souvent. Un tel, il parle pas ta langue. Ah, c'est pas normal. Mais vous devez en profiter pour apprendre des langues. Il y a beaucoup d'injonctions qui reviennent là-dessus, beaucoup de pression. Et ce qui commence dans la pression, en général, ça finit pas très bien. Et oui, intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un accompagnement spécifique pour les introvertis? C'est effectivement en partie mon histoire avec l'apprentissage des langues. C'est aussi lié au fait que les introvertis, ils ont des besoins différents et une sensibilité différente qui vont impacter leur façon d'apprendre. Et en fait, comme beaucoup de choses dans la société, l'apprentissage des langues, il est d'abord pensé pour les extravertis. Et donc ça va être par exemple des incitations à prendre la parole, par exemple, et à parler tout de suite. Ça va être des cours de groupe. Alors, on peut être introverti et aimer les cours de groupe, c'est mon cas, mais souvent les cours de groupe sont pas pensés pour les introvertis et les extravertis prennent toute la place, alors que si le cours est vraiment construit pour permettre à chaque personnalité de trouver sa place, c'est complètement différent. Ça va être aussi des incitations à aller voyager et à parler aux gens dans la rue pour apprendre. Si tu dis ça à un introverti, il va partir en courant. Et puis ça peut être aussi se borner à une fonction très utilitaire de la langue, ce qui peut être aussi très frustrant pour des introvertis au début de l'apprentissage, qui ont envie d'aller vers des sujets, des discussions plus profondes. Voilà, ça passe par des petites choses comme ça. Et c'est vrai que si on n'a pas cette notion-là, ça manque. Là, je vais parler avec ma casquette d'accompagnatrice en langue, je fais des accompagnements individuels. Et donc, j'étais là très pushy en mode coach. Allez, c'est quoi ton projet avec les langues? Et il faut que ce soit très concret, etc. Sinon, tu apprendras pas. Et donc, je sais que j'ai violenté un petit peu des profils de personnes plus dans le jeu et dans la découverte de plaisir de la langue, parce que pour moi, c'était effectivement, il faut que tu sois capable de parler. Donc, il y a besoin d'accompagnement spécifique. Oui, c'est intéressant. C'est qui tes étudiants, toi? Ils sont comment? Alors d'abord, c'est des gens qui apprennent le français, qui ont un niveau déjà intermédiaire avancé. Je me suis aussi spécialisée pour cette catégorie d'apprenants, qui là aussi n'ont pas forcément beaucoup d'offres à leur disposition. À un niveau avancé, on va dire oh, bah, c'est bon, t'as plus besoin de cours de langue parce que tu sais déjà te débrouiller. Et en fait, ça peut être encore très riche d'avoir des cours de langue à un niveau avancé. Donc déjà, ce sont des étudiants qui ont un niveau intermédiaire avancé, et pour la plupart ce sont des introvertis, c'est-à-dire des gens qui vont être stressés par le groupe, stressés par la pression de l'oral, qui n'ont pas trop confiance en eux, qui ont du mal à lâcher prise sur les erreurs, qui ont l'impression de pas bien parler, qui voudraient déjà savoir parler avant de parler, et puis aussi du coup des gens qui aiment aller en profondeur, qui aiment aller dans les détails, qui aiment comprendre. Et puis j'ai pas mal de profils assez créatifs, voire des artistes. Je pense qu'ils ont justement cette sensibilité-là d'aller en profondeur,
dans la nuance, etc. Quand ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils te demandent? C'est quoi leurs besoins? Souvent, ça va être je suis pas à l'aise quand je parle français. Donc, un des premiers besoins, c'est plus lié finalement à des choses pas directement liées à des aspects linguistiques. C'est plus l'idée de prendre confiance en soi, même s'ils le formulent pas toujours clairement. Et puis parfois, ce qui revient souvent aussi, c'est le côté j'arrive pas à exprimer vraiment ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils savent déjà parler. Et d'ailleurs, les gens leur disent ah, mais tu parles super bien français. Et eux, ça les énerve parce qu'ils ont l'impression de pas du tout pouvoir s'exprimer comme ils voudraient. Et c'est là qu'on va aller chercher plus en détail, essayer d'élargir un peu leur spectre linguistique. Tu as une très belle façon de dire, c'est l'idée d'ajouter de la nuance dans son propos. C'est vrai qu'à partir du moment quand on a un niveau intermédiaire ou avancé, il y a des moments où on est frustré de ne pas pouvoir exprimer exactement un sentiment précis ou une analyse précise de quelque chose. Comment est-ce qu'on ajoute de la nuance dans son apprentissage d'une langue étrangère? Ouais, c'est une bonne question. Et j'ai pas une réponse, j'ai disons plusieurs outils que j'essaye et que je teste avec mes élèves justement, et chacun va être plus sensible à une façon ou une autre. Déjà dans les cours de conversation, ça va passer par des questionnements, c'est-à-dire j'essaie d'apprendre à mes élèves à être curieux et à toujours aller plus loin. Donc on va partir de ce qui émerge pendant le cours, de ce qui émerge de leur langue, de ce qu'ils utilisent, et puis on va essayer ensemble d'aller plus loin. Et moi, j'apporte pas une réponse. Il n'y a pas une bonne façon de dire les choses. Une langue, c'est pas des maths. Et donc on va réfléchir ensemble à plusieurs formulations, plusieurs mots, et on va chercher celui qui correspond le mieux à ce que l'élève voulait exprimer. Donc la réflexion sur la langue. Mais je passe aussi beaucoup par des images, des nuages de mots, des cartes mentales. Donc plein d'outils qui vont permettre de sortir de l'aspect strictement utilitaire, communicatif de la langue. Et les cartes mentales, vraiment j'adore. C'est un outil que j'adore parce que la carte mentale, ça permet de faire des liens, des connexions entre les mots. Et ça mime la façon dont fonctionne notre cerveau. Parce qu'en fait, apprendre du vocabulaire par liste, c'est un peu un non-sens. Notre cerveau, il fonctionne pas du tout par liste. Quand on est à un niveau débutant, on va apprendre du vocabulaire assez facilement parce les mots, ils vont être associés à des choses très concrètes. Donc ça va être facile à mémoriser. Un livre, marcher. Et puis plus on avance dans l'apprentissage, plus on va vers des mots abstraits. Et à un niveau avancé, les mots vers lesquels on veut aller, ils vont pas forcément avoir de traduction dans sa langue maternelle. Ils vont être des synonymes de mots qu'on connaît déjà, mais qui ont un sens un peu différent. Par exemple, si je prends guetter, observer, scruter, mater, tous ces mots, c'est quoi les différences? Et un outil comme la carte mentale, ça va permettre justement de créer des liens entre ces mots, d'associer ces mots à des images, à des idées, et donc de les mémoriser. Et de prendre ceux qui ont du sens pour soi aussi. Développer la nuance dans son apprentissage d'une langue, ça veut pas dire apprendre tous les mots. Ça veut dire essayer de cultiver les mots qui ont vraiment du sens pour soi et qu'on utilise. Et le dernier outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'écriture créative. Je crois que tu as reçu Jessica dans ton podcast qui parlait de l'écriture introspective. Moi, j'utilise plutôt l'écriture créative comme un moyen de s'autoriser à jouer avec la langue, à s'exprimer par des images, des métaphores, à prendre le temps d'expérimenter et justement d'aller chercher cette nuance. Et ça permet d'acquérir des choses qu'on va pouvoir réinvestir dans la langue orale. Oui, l'écrit, c'est quelque chose que moi j'utilise pas du tout et je serais même très curieuse de réintégrer les cartes mentales dans mon approche des langues. Il y a une autre très jolie notion, là on a parlé presque du volet artistique de ton approche, c'est la notion de douceur. C'est comment apprendre de manière douce? C'est quoi apprendre de manière douce? Ouais, c'est une bonne question. Pour moi, c'est un peu associé à la lenteur. Et c'est là où je me place un peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'on peut voir souvent. Apprendre une langue, soyez bilingue en 2 mois. Ou passer un examen par an pour monter les paliers B1, B2. Pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre une langue. Pour certains, ça peut être décourageant, parce qu'on a l'impression que quand on va atteindre un niveau B2, C1, on va être bilingue. Mais c'est pas le cas, et puis bilingue, bon, ça veut pas dire grand-chose. Mais en fait, plus on avance dans la langue, plus on se rend compte que c'est jamais fini. Et en fait, au lieu que ça crée de la frustration, moi j'ai plutôt envie d'inviter les gens à changer de perspective et à apprendre à prendre du plaisir
d'apprendre. Et pas seulement d'avoir l'objectif de parler comme ci ou comme ça, mais plutôt de faire que le chemin de l'apprentissage soit le but en lui-même. Donc aller vers la lenteur, accepter que ça prend du temps, aller à son rythme. Et la douceur, pour moi, c'est l'idée d'aller vers ce qui nous émerveille et pas seulement vers ce qui est utile. L'émerveillement, c'est vraiment une valeur qui est chère à mon cœur et que je veux vraiment cultiver. Et je pense qu'on peut vraiment trouver dans l'apprentissage des langues. Pour moi, c'est ça que j'associe à la douceur, c'est-à-dire juste se sortir des injonctions et des obligations qu'on se donne ou qu'on nous donne de l'extérieur. Je pense que ça fera écho à pas mal de monde parce que même si d'après Google, effectivement, il y a beaucoup de recherches sur comment apprendre en très peu de temps et sur être le plus productif, intensif et avoir les résultats les plus rapides, il y a quand même un besoin général de revenir à un rythme tenable. Oui. Et tous les mouvements slow, que ce soit dans l'agriculture, dans la cuisine, dans plein de domaines de sa vie. Et effectivement, si on prend déjà le temps de se respecter, pas de se respecter, mais de suivre son propre rythme pour une langue, ça peut nous aider dans plein de domaines. Et quelque chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on peut combiner différentes approches. Si par exemple j'ai un voyage dans 4 semaines et que j'ai envie de me mettre de manière très intense sur l'espagnol parce que je vais en Espagne dans 4 semaines, mais que j'adore prendre mon temps avec l'allemand parce que la construction des mots allemands me fascine, c'est aussi possible. Absolument. C'est pas adopter un mode d'apprentissage pour tout, c'est quelque chose qui peut être aussi pour l'allemand à un moment donné, je suis à un niveau avancé et je veux l'explorer plus. Oui, absolument. Et puis même, il y a différentes étapes aussi dans l'apprentissage. Et parfois, ce qui va nous apporter de la douceur, c'est de regarder chaque jour des séries, d'être à fond. Et puis finalement, après, ça va être de ralentir. Il faut trouver chacun sa douceur. Et du coup, qu'est-ce qui dirige ou te permet d'organiser tes cours ? Je crois que ça passe surtout par le fait de ne pas stresser mes élèves en leur donnant trop d'objectifs. Et c'est surtout aussi décaler la perspective. C'est-à-dire plutôt que de se dire au début d'une session par exemple, on va souvent quand même se donner une direction de travail et vers quoi on veut aller, mais plutôt que de se dire je veux maîtriser la grammaire, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Là je vais par exemple passer par des images et demander à mon élève de choisir l'image qui représente le mieux la façon dont il veut se sentir dans 2 mois, 3 mois, 6 mois avec son français. On va plutôt essayer d'aller vers ça, d'aller dans comment je veux me sentir avec la langue. Après, moi, dans le cours, c'est un petit peu difficile à décrire, mais ça passe par la façon dont je guide la conversation. Je donne surtout des cours de conversation. Ça va plutôt passer par le questionnement, la place que je donne à l'élève pour parler, la façon dont je l'amène à se corriger, la façon dont je lui présente ses erreurs. Parfois aussi le choix de laisser, de pas le corriger, parce que je sens qu'aujourd'hui, il a besoin de prendre confiance en lui, ou elle a besoin de prendre confiance en elle. Et est-ce qu'un extraverti aurait intérêt à essayer des cartes mentales, des images, de prendre le temps ? Je pense qu'un extraverti va pas forcément être complètement réceptif à mon approche, parce qu'en général, les extravertis ont besoin d'avoir beaucoup de stimuli, beaucoup de choses qui vont les motiver, et ils vont être peut-être moins posés, moins dans le côté contemplation et réflexion. Mais par contre, passer par les images, les cartes mentales, ça oui, c'est des outils qui peuvent être vraiment utiles pour tout type de personnalité et tout type d'apprentissage en fait. Donc, si vous êtes extraverti et que vous dites c'est peut-être pas pour moi, gardez l'œil ouvert ou plutôt l'oreille, parce qu'effectivement, je pense aussi que ça peut apporter. Une autre de tes particularités, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est que quand on rentre dans ton univers sous l'amandier, on est dans un jardin, il y a des plantes qui apparaissent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet univers-là et de ce que c'est que cultiver un apprentissage comme un jardin ? Oui, en fait c'est drôle parce que c'était pas vraiment conscientisé au départ, mais disons que ça fait partie de moi parce que la nature c'est un univers qui m'inspire et me ressource. Et en fait assez vite j'ai fait le parallèle avec les langues. En fait, si je demande aux auditeurs, aux auditrices et à toi-même, Coralie, si je vous dis apprendre une langue, qu'est-ce que vous voyez comme image tout de suite quand je vous dis ça ? On va tous avoir des images différentes, mais je suis sûre que vous n'allez pas voir un jardin.
Par contre, je peux imaginer que vous allez peut-être voir un ordinateur, des cahiers, des stylos, des trackers, des plannings, des défis, des choses comme ça qui sont... Là encore, je trouve un petit peu des injonctions à vouloir se mettre des objectifs, à vouloir aller vite, à vouloir les dépasser, ou à vouloir être dans quelque chose de très scolaire, avec l'image des cahiers, de quelque chose de bien écrit. Alors tout ça, c'est pas mal, hein. Pas du tout, mais je veux dire que c'est souvent ça qu'inconsciemment on associe à l'apprentissage des langues. Et moi, du coup, à travers l'univers du jardin, je veux juste décaler cet imaginaire et pouvoir associer l'imaginaire apprentissage d'une langue à autre chose. Alors moi, c'est une image qui me parle, mais en fait, chacun pourrait trouver son univers qu'il a envie d'associer à l'apprentissage des langues. Ça pourrait être le jeu vidéo, la cuisine, en fait... On pourrait faire des parallèles avec plein d'autres univers. Mais en tout cas, moi, le jardin, ça me parle parce que c'est le lieu de l'observation, de la patience, de la lenteur, des choses qui éclosent doucement, voilà. Ça m'a inspiré, moi, le fait que si on essaie de suivre le rythme des saisons, je me suis dit, tiens, en hiver, ce serait le moment parfait pour faire de l'introspection, des exercices plus créatifs, être moins dans la parole. Voilà, ça m'a donné des envies de me mettre près de la cheminée et de tester des choses plus écrites et plus créatives en hiver. Voilà. Ouais, absolument, c'est vrai, c'est très juste. Et dans ton jardin, il y a aussi un petit peu de littérature. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux présenter cette approche littéraire que tu as dans ta méthode? Alors, pour l'instant, j'enseigne pas trop à travers la littérature, mais c'est quelque chose que j'incite les apprenants à cultiver, par eux-mêmes en tout cas pour l'instant, ou à travers un club de lecture, mais pour moi, la littérature... c'est là aussi une façon d'entrer dans la langue d'une autre façon, de sortir du côté absolument utilitaire de la langue et de pouvoir découvrir autre chose. Et je trouve que lire en langue étrangère, c'est important aussi parce que ça nous permet de développer des compétences et notamment d'apprendre à accepter la frustration. Parce que c'est sûr et certain que quand on va lire dans une langue étrangère, on va pas tout comprendre. Et moi, je trouve que c'est une opportunité incroyable parce que ça permet d'apprendre à lâcher prise sur ça et à accepter qu'on va pas tout comprendre. Et il y a un vrai public là-dessus. Je sais que dans mes accompagnements, une élève était venue me voir parce qu'elle voulait devenir enseignante de la littérature française et elle était rentrée dans la langue française par la littérature. Et son but, c'était pas de savoir tout dire en français, de parler de la météo. Donc, on lisait des passages de romans du XVIIIe siècle en français qu'elle était capable de lire et on rentrait dans des petites nuances de mots qu'on n'utilise plus, tu vois. Et j'ai compris cette approche-là quand je me suis dit la littérature russe me plaît tellement que j'aimerais apprendre cette langue, non pas pour y voyager, mais parce que des fois, la littérature est une porte d'entrée. Il y a beaucoup de mouvements littéraires comme ça qui ont fait des adeptes et la langue française en fait partie. Donc, j'imagine que tu as des étudiants particulièrement réceptifs au fait d'aller chercher des mots précis de l'histoire ou... Absolument, et puis justement des personnes qui aiment pas trop parler finalement, mais qui ont envie d'apprendre les langues, c'est un moyen de le faire, la littérature aussi. Mais tu as eu cette phrase forte dans ta présentation sur les réseaux, une langue c'est pas fait pour parler. Oui, c'est effectivement une publication Instagram qui a eu le plus de réactions et qui doit parler à pas mal de gens finalement. C'était un petit peu un pied de nez à mes profs du collège qui me disaient « une langue c'est fait pour parler ». Moi je leur dis non, pas seulement. C'est sûr que une langue c'est un outil de communication, à la base c'est fait pour obtenir quelque chose, pour survivre, pour vivre en groupe. Mais en fait la fonction poétique du langage, elle existe dans absolument toutes les langues et elle est essentielle et on l'utilise tous et tous les jours, ne serait-ce qu'en faisant des blagues, des jeux de mots. Et en fait c'est hyper jouissif de pouvoir détourner la langue, jouer avec, la trouver belle. Je pense que ça nous est vraiment arrivé à tous que tout à coup on est bouleversé par une phrase, par quelque chose de poétique. C'est ça que je veux dire en fait. Apprendre une langue, c'est pas seulement fait pour communiquer, mais ça peut être autre chose. On peut très bien, comme tu disais, apprendre une langue juste pour le plaisir de lire dans cette langue. Il y a aussi il y a une mode, je crois en ce moment, de gens qui apprennent le coréen juste pour regarder des séries télé en coréen, en VO. En fait, il y a 1000 raisons d'apprendre une langue et on peut très bien choisir de mettre en avant justement cette fonction poétique
de la langue qu'on apprend et pas la fonction communicative. C'est très juste, voilà. Je voulais vraiment qu'on le redise ici sur le podcast. Et une autre fonction qu'on oublie aussi, qui intéresse beaucoup les historiens, c'est qu'il y a un savoir qui est engrammé dans les langues. Donc parfois, on n'a plus besoin de parler nos langues régionales, par exemple, mais on se rend compte que dedans, il y a beaucoup des sagesses ou des recettes ou des modes culturels qui sont intégrés dans les manières de dire, qui sont ultra intéressantes. Et du coup, quand on oublie cet aspect communicatif, qui est hyper important, mais dont on n'a pas toujours besoin, et qu'on va fouiller dans l'aspect poétique, humoristique, historique et culturel, on découvre des trésors qu'on oublie parfois. Oui, et moi, on parlait de l'italien, de mes difficultés avec l'italien au début de notre conversation, c'est quelque chose qui m'a aidée d'aller chercher cette fascination dont j'ai parlé au début, que j'avais enfant pour l'étymologie, etc., dans cette langue qui est très proche du français et qui en même temps est très différente, pouvoir sentir les différences de vision du monde qui traversent le vocabulaire commun, qui traversent des points de grammaire communs. Je pense au subjonctif par exemple. On n'utilise pas pareil de la même façon le subjonctif en français et en italien. Et quand on comprend que c'est lié à une vision du monde et que ça nous permet d'accéder aussi à la culture du pays, des gens qui parlent cette langue, c'est un bouleversement incroyable. Je trouve que ça change vraiment notre rapport au monde. C'est vrai. Et tu pourras t'amuser avec le subjonctif espagnol aussi. Oui, j'ai Pour hâte. compléter. Ouais. C'est encore aussi passionnant de faire des ponts entre les trois, de se dire où est-ce qu'on a mis ce qui était subjectif et ce qui était objectif dans la langue. Par curiosité, j'aimerais savoir vraiment si tu as d'autres projets d'apprentissage des langues. Bah, comme tu as peut-être pu le comprendre, moi je suis plutôt du genre à aller en profondeur, donc j'ai plutôt envie de poursuivre vraiment mon apprentissage de l'anglais et de le poursuivre justement en expérimentant davantage l'écriture. J'ai envie aussi de démarrer peut-être l'espagnol ou le portugais, mais une autre langue qui soit assez proche de la mienne, justement pour pouvoir peut-être mieux comprendre ma langue aussi. C'est un des grands bénéfices de l'apprentissage des langues étrangères, c'est de se rapprocher du français, enfin de sa langue maternelle. Oui, absolument. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut être aussi dans la collection, se dire ah mais j'ai appris une langue, alors je peux en apprendre une deuxième plus vite et la troisième, et si j'en atteins 6, je serai hyper polyglotte et ce sera super beau de présenter ça au monde. Et c'est toujours beau de voir les personnes qui ont cette idée de collection qui peut être chouette quand on est très curieux, et les personnes qui vont aller en profondeur et qui vont lire Jane Austen ou qui vont lire des romans et qui vont se dire ah, je veux connaître toutes les subtilités de la langue, et ça vous fait voir qu'en fait on peut faire ce qu'on veut en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Absolument. Ouais. Quelle a été la transformation ou changement de tes élèves qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est vraiment quand je vois, quand j'entends, parce que ça passe beaucoup par la voix, parce que j'offre aussi des cours asynchrones, donc qui sont pas des cours en face à face en ligne, mais qui se passent par messages vocaux. Donc là, j'ai pas la personne visuellement, mais j'entends sa voix. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par la voix. Et il y a des personnes, des élèves que j'ai aujourd'hui, et quand je repense à la façon dont ils sont arrivés et qui parlaient, ils étaient dans le souffle, ça se sentait, ils étaient bloqués, ils hésitaient tellement. Et maintenant, quand je les entends parler de façon fluide, quand je les entends rire, quand je les entends se reprendre sur leurs erreurs et en rire, ça, je trouve ça incroyable. En fait, ça s'entend dans leur voix qu'ils ont pris confiance en eux. Et je pense que c'est là-dessus que se sent le plus le changement. Oui, ça doit être super gratifiant. Et pour eux, c'est chouette d'avoir des messages vocaux parce qu'on peut retourner et comparer soi-même ses progrès. Oui, c'est hyper déstabilisant au début. C'est vraiment, il faut sortir de sa zone de confort. S'écouter parler, c'est vraiment pas facile. Mais ils prennent vite goût à ça. Et dans tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, donc à la fois tes apprentissages et à la fois tes accompagnements, ça a été quoi ta plus grande révélation sur l'apprentissage des langues? C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y en a eu plein, mais alors j'aurais pas un exemple précis, mais je pense que moi ça passe beaucoup par ces notions d'émerveillement et de fascination. Et tout d'un coup, en fait, quand je comprends pourquoi la langue elle fonctionne comme ça, pourquoi là l'italien utilise le subjonctif, pourquoi là l'anglais il a déplacé le sens de ce mot qui vient du français, et ben là tout d'un coup le mot ou la notion de grammaire, elle s'imprime en moi. Et tout d'un coup, elle peut faire partie de moi et je peux la réutiliser. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent pas du tout comme ça, qui n'ont pas besoin de comprendre ça pour parler. Mais moi, c'est vraiment ça qui est un moteur, en fait, dans l'apprentissage.
et qui me permet d'intégrer la langue. C'est même un super conseil en fait à donner parce que je pense pas que les personnes qui viennent te voir ont cet émerveillement-là. On le perd, on l'oublie, ou à l'école on a abandonné l'idée d'être émerveillé par ce qu'on doit apprendre. Et donc ce serait le conseil de l'épisode du jour, c'est retrouvez-le, parce qu'on peut pas le donner, ça. Absolument, et partagez-la, parce que c'est vrai que plein de fois, c'est mes élèves qui vont me dire ah, mais ce mot-là, il est génial. Ah, et en plus, dans mon dialecte, il y a un mot qui ressemble et ça veut dire ça. Ou alors, ils vont me dire ah, j'aime bien ce mot-là parce que ça me fait penser à ça. Et là, je sais que c'est des moments où c'est bon, ils ont acquis ce mot, ils vont le mémoriser, ils vont le retenir et ils vont le réutiliser. Puis ça peut être un moteur très fort de motivation aussi. Clairement, c'est hyper émotionnel l'apprentissage des langues. Dis-moi, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver ? Alors pour l'instant, je suis uniquement sur Instagram. Mon compte c'est Soulamandier. J'ai une newsletter aussi. Voilà, pour l'instant c'est par ces médias-là que je m'exprime. Et je crois que tu as 2 projets en gestation qui devraient arriver sous peu, un podcast notamment. Oui, un podcast pour toujours les apprenants de français de niveau intermédiaire avancé. Bientôt aussi des ateliers d'écriture. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, des ateliers d'écriture pour les apprenants de français. Pour revenir à cette fonction poétique du langage, pour voir qu'on peut utiliser le français pour autre chose que la communication immédiate, pour prendre le temps d'expérimenter, pour aller plus loin. Comme on disait tout à l'heure, quand on arrive à un niveau intermédiaire, on réutilise toujours les mêmes choses, les mêmes mots, on reste un petit peu dans une zone de confort, et donc il y a un moment où on a vraiment l'impression de stagner dans l'apprentissage. Et de mon expérience, quand je travaille un peu l'écrit avec les élèves, c'est vraiment un outil qui peut débloquer ça, et permettre d'aller plus loin, de prendre le temps d'expérimenter. Il y a aussi le côté groupe que j'ai envie de recréer, de retrouver, l'émulation du groupe, le partage. Je disais qu'on n'est pas obligé d'apprendre une langue pour parler avec les autres, mais moi personnellement, je tiens beaucoup à l'échange, à la communication. En fait, Soulamandier, c'est l'idée de cet arbre où on peut venir rêver, on peut venir lire en dessous de l'arbre, tranquille, tout seul, mais c'est aussi l'idée de l'arbre à palabres où on peut venir raconter des histoires et partager. Oui, cette image de l'arbre à palabres, elle est très jolie. Et on pourrait penser comme ça que les ateliers d'écriture, c'est rester dans sa zone de confort pour un introverti, mais non. Effectivement, ça permet de dépasser ce moment où on est dans la répétition des mots et d'aller encore plus loin dans les langues. Et donc, il y a quand même dans l'écriture de la sortie de zone de confort. Oui. Et de la créativité, des découvertes hyper intéressantes. Et aussi, je voudrais ajouter, c'est l'idée de se faire plaisir. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même le plus important, c'est d'apprendre à associer l'apprentissage des langues à la joie et au plaisir. Et je pense que beaucoup de Français associent pas du tout l'idée d'apprendre des langues avec l'idée de joie et de plaisir. Pour certains, peut-être les extravertis, ils vont le trouver justement dans la conversation avec d'autres. Et je pense que les introvertis peuvent le trouver, ce plaisir, par la lecture ou par des activités créatives comme l'écriture. Oui, et j'aimerais te demander, cette conversation-là qu'on tient sur les langues, avec qui tu penses qu'il faudrait qu'on la continue sur le podcast? Qui est-ce que tu nous conseillerais comme francophone polyglotte pour intervenir sur le podcast? Alors je crois que Jessica, elle avait déjà suggéré que tu invites Émilie qui a créé le podcast Passerelle. Donc moi aussi j'ai pensé à Émilie parce qu'on a une vision de l'apprentissage très proche, on partage beaucoup de valeurs. Et Émilie, elle axe son enseignement et ses offres autour de l'écoute. Mais l'écoute, pas uniquement dans le sens compréhension orale, mais dans le sens l'écoute, apprendre à écouter. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi dans sa propre langue maternelle. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la question de l'écriture, il y a Trisha... je crois que son compte Instagram s'appelle Vagabond English. Elle est écrivaine et elle propose des activités d'écriture, des ateliers d'écriture sous différentes formes en anglais. Donc je pense que ça peut être une personne intéressante aussi. Super, ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce délicieux voyage sous Soulamandier. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications.
Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.